Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information. Heureuse d'être avec vous pour ce journal. Voici les faits marquants du jour. Le président de la République a accueilli cet après-midi le ministre des Affaires étrangères de Turquie. Le sommet Afrique-Turquie s'est ouvert ce matin à Djibouti pour établir une alliance stratégique face aux défis géopolitiques actuels représentant un tournant dans les relations entre l'Afrique et la Turquie. Et à l'international, l'ONU signale une nouvelle frappe israélienne sur un poste frontière entre le Liban et la Syrie. Le chef de l'État Ismail Omar Guelleh a reçu ce dimanche après-midi au Palais de la République le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, en visite de travail à Djibouti. M. Fidan participe du 2 au 3 novembre à la conférence ministérielle de coordination Afrique-Turquie qui se tient au Kempinski Palace Hotel. Lors de cette rencontre, le ministre turc a présenté au président de la République les initiatives et modalités de mise en œuvre définies par la 3e conférence Afrique-Turquie visant à renforcer le partenariat stratégique entre la Turquie et le continent. Les discussions se sont ensuite concentrées sur les relations bilatérales entre Djibouti et la Turquie, des partenaires de longue date engagés dans une coopération fructueuse dans de nombreux domaines de développement, notamment le social, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'économie. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays atteint actuellement environ 500 millions de dollars. La Turquie projette par ailleurs d'intensifier ses investissements à Djibouti avec des projets dans le secteur de l'énergie et la construction de réservoirs au port de Demirjog. Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité étant donné leur rôle respectif en tant que président en exercice de l'IGAD pour Djibouti et médiateur différent entre la Somalie et l'Éthiopie pour la Turquie, deux missions axées sur la stabilisation et la sécurisation de la région. Écoutons le mot du chef de la diplomatie djiboutienne, c'était à l'issue de l'entretien entre le président Guelleh et le ministre turc des Affaires étrangères. Le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, M. Hakan Fidan. Vous savez que M. Hakan Fidan a co-présidé ce matin la 3e réunion ministérielle Afrique-Turquie. Et à l'issue de cette réunion, il y a eu une conférence de presse. Et donc, le ministre turc est venu voir le président pour lui rendre compte d'abord de cette conférence et ensuite discuter des questions d'ordre bilatéral. Vous savez qu'avec la Turquie, nous avons une très bonne coopération en matière sociale, en matière économique. Nous avons une balance commerciale très favorable, bien entendu, en faveur de la Turquie, mais elle est déjà à hauteur de 500 millions de dollars par an. Vous avez également un certain nombre de projets sociaux qui ont été construits à Djibouti par nos amis turcs, notamment le barrage de l'amitié, l'école Ma'arif qui est en construction en ce moment. Nos amis turcs ont développé également avec Djibouti des stratégies en matière de promotion de l'agriculture, de la santé. Et nous souhaitons également les impliquer maintenant dans des projets d'investissement. C'est ce que le ministre Fikan Hadan a proposé au président de la République avec quelques hommes d'affaires qui l'accompagnaient. C'est de proposer à ces hommes d'affaires une série de projets d'investissement, notamment dans les domaines de l'énergie, au niveau du port de Demirjog, comment investir dans ce qu'ils appellent les réservoirs ou storage facilities en anglais. Il y a également la possibilité pour ces investisseurs d'explorer d'autres projets et nous sommes très favorables à cet investissement et le président de la République leur a donné son feu vert. Donc une coopération très importante, sociale, économique. Il y a également une coopération en matière de sécurité et de paix dans la région. Vous savez que la Turquie fait la médiation maintenant entre l'Éthiopie et la Somalie sur la tension. Mais Djibouti également, à travers la présidence de l'IGAD, essaye, n'est-ce pas, d'aider à résorber cette tension. Et voilà un petit peu des questions d'ordre sécuritaire qui ont fait l'objet de discussions entre donc la délégation conduite par Monsieur le ministre des Affaires étrangères et le président de la République. Et je crois que cette réunion a été d'abord couronnée de succès et cette visite marque une étape importante dans les relations entre Djibouti et la Turquie.
Voilà un peu en résumé ce qu'on peut dire par rapport donc aux échanges qui ont eu lieu tout à l'heure entre le président et le ministre des Affaires étrangères de Turquie. La conférence ministérielle Afrique-Turquie à Djibouti a réuni des représentants de 14 pays africains et de la Turquie pour renforcer leur partenariat et autour du développement de la sécurité et des infrastructures. Ils ont posé les bases d'une coopération, d'une collaboration durable en vue du prochain sommet en 2026. Thaler Adnan nous en dit plus. Ce matin, c'est dans le Kempinski Palace que le sommet Afrique-Turquie a officiellement levé le rideau ce matin. Après une réunion d'experts tenue à la veille, la durée d'un week-end, la République de Djibouti s'est transformée en centre névralgique des discussions géopolitiques, accueillant des délégations venues de 14 pays africains et des représentants de la Commission de l'Union africaine. Ensemble, ils se sont engagés dans une évaluation minutieuse des collaborations en cours, posant les jalons pour un sommet majeur prévu en 2026. En effet, ce sommet ne s'est pas contenté de bilan technique, ce fut un moment de réflexion profonde sur les mutations d'un monde changeant. Les experts et les ministres présents ont examiné les initiatives communes à travers le prisme des réalités géopolitiques actuelles et l'impératif de soutenir des politiques de développement à la racine des problèmes. Des sujets comme la sécurité régionale et le développement durable ont dominé les débats. Il s'agissait de penser des stratégies qui relient les ambitions économiques aux impératifs sociaux. Les discussions anticipent la redéfinition des priorités avec un accent sur les infrastructures de qualité, les nouvelles technologies et les politiques favorisant une croissance inclusive. Cette troisième revue ministérielle du partenariat Turquie-Afrique a marqué un tournant stratégique. Les relations entre Ankara et le continent africain, qui se sont intensifiées au cours de la dernière décennie, reflètent une ambition à partager, celle de s'unir pour répondre aux grands défis de notre temps. En s'imposant comme un partenaire économique et diplomatique incontournable, aujourd'hui la Turquie entend consolider sa présence sur un continent où les besoins en infrastructure, en développement durable et en sécurité régionale sont immenses. En contrepartie, les nations africaines perçoivent ce partenariat comme un tremplin vers des solutions viables et des investissements structurants. En accueillant cette rencontre stratégique, Djibouti s'affirme comme un carrefour des grands dialogues internationaux. La présence de hauts fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine souligne l'importance de ce sommet qui vise à formuler des recommandations concrètes pour le futur. C'est un exercice de diplomatie proactive où chaque mot compte, chaque engagement pèse. À Djibouti, ce sommet Afrique-Turquie transcende les simples enjeux diplomatiques pour devenir un rendez-vous essentiel, porteur de visions partagées et de solutions ancrées dans le concret. L'heure est un engagement tangible à la recherche d'un équilibre entre ambition et réalité avec un credo commun, construire ensemble un avenir durable en affrontant un 21e siècle où les défis sont aussi complexes que les opportunités sont vastes. Le défi, maintenant pour les leaders et les experts, est de transformer cette communion d'intentions en action durable. Une ambition claire, portée par le soutien actif de la Commission de l'Union africaine pour une prospérité qui se veut partagée, solide et tournée vers le futur. Aujourd'hui, c'est ouvert au Kempinski Palace, la troisième édition du sommet Afrique-Turquie qui a regroupé ici 14 pays africains. Durant ces sommets seront discutées les relations multidimensionnelles entre les pays de l'Afrique et la Turquie. La diplomatie, la sécurité, mais aussi les échanges commerciaux sont discutés ce matin ici dans ce sommet. Les relations entre la Turquie et l'Afrique ont évolué considérablement pendant ces dernières années, transformant une simple partenariat en une collaboration très étroite entre les pays africains et la République de Turquie. En fin de journée, une déclaration conjointe sera adoptée, marquant ainsi la fin de ce sommet. Tarek Adnan. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères a souligné l'importance d'une coopération renforcée avec la Turquie lors de l'ouverture du sommet Afrique-Turquie à Djibouti. Une occasion historique pour répondre, a-t-il dit, aux défis géopolitiques. On l'écoute. La population africaine est à peu près 1,4 milliard de personnes, un peu plus d'ailleurs. Sur ces 1,450 milliard de personnes, 62% sont des jeunes. Et je voudrais dire que la moyenne d'âge au niveau mondial elle est de 30 ans, alors qu'au niveau africain, elle est de moins de 25 ans. Donc, je pense que c'est l'une de nos forces. C'est la locomotive de demain et qui peut en effet être sûr. Parce que dans la plupart des pays qui sont aujourd'hui des pays forts et puissants sur le plan économique, connaissent des indices de fécondité qui remettent en cause leur avenir. Ils tournent autour de moins de 1,3%. C'est ce qui fait une faiblesse forte. La deuxième remarque qu'on aura à discuter au niveau de l'Union africaine, et je voudrais
à cet égard rendre hommage ici donc, au président Moussa Faye et toute son équipe pour le travail qu'ils ont fait pour bâtir des partenariats avec des pays majeurs comme celui dont on va discuter ici. Je voudrais faire par rapport à ça deux remarques seulement, qui sont importantes, qui sont utiles ici comme d'ailleurs ailleurs. Tout partenariat avec le continent africain est un partenariat par définition utile. Et le ministre turc des Affaires étrangères a affirmé de son côté l'engagement de son pays à établir des liens solides avec l'Afrique au sommet Afrique-Turquie, un moment déterminant, a-t-il dit, pour une alliance stratégique face aux crises géopolitiques. Pour sa part, le président de la Commission africaine a exprimé sa satisfaction lors du sommet, soulignant la nécessité d'une coopération pragmatique pour relever les défis géopolitiques et redéfinir les relations internationales. On l'écoute. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis la formulation du partenariat Turquie-Afrique en 2008, nous avons parcouru un chemin riche, jalonné de 3 sommets, de rencontres ministérielles comme celle-ci, assorties de déclarations et surtout des plans d'action, dont la mise en œuvre a donné une forte impulsion à ce qui n'était au départ qu'une aspiration généreuse de l'Afrique et de la Turquie. À ce titre, cette réunion s'inscrit dans une logique particulière, celle d'une revue et d'une évaluation du plan d'action conjoint 2022-2026 que nous avons retenu comme feuille de route. Il s'agit donc d'un jalon important de la vie du partenariat Afrique-Turquie. Ce partenariat a été dès le départ qualifié à juste titre de stratégique, impliquant par conséquent un engagement réciproque au service de la poursuite des grands objectifs communs. Les transformations du monde actuel et les restructurations qui en résultent nous imposent plus de rigueur dans l'évaluation de notre action et nos velléités d'ajustement nécessaires. L'environnement international dominé par des défis globaux, anciens et nouveaux, nous incline à de tels ajustements dans la perspective de maximiser le profit à tirer d'une interdépendance qui ne cesse de se consolider avec les effets d'une mondialisation parfois envahissante. Les défis auxquels nous faisons face se présentent en une quadrature implacable. La forte dégradation du contexte sécuritaire mondial génère un lugubre lot de guerres localisées, certes, mais non moins menaçantes pour la paix et la sécurité internationale. Et enfin, le chef de la diplomatie djiboutienne a mis en avant l'importance du sommet Afrique-Turquie pour renforcer les liens avec la Turquie, qualifiant cet événement de tournant majeur pour une réponse collective aux enjeux géopolitiques. On l'écoute. Au nom du gouvernement de la République de Djibouti et de son peuple, de vous souhaiter la bienvenue dans notre pays. Nous sommes honorés de vous accueillir pour l'ouverture de la 3e conférence ministérielle d'examen Afrique-Turquie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite exprimer notre solidarité fraternelle envers le peuple et le gouvernement de Turquie suite à l'attaque terroriste survenue à Ankara le 23 octobre 2024. Une minute de silence, s'il vous plaît. Face aux défis qui touchent nos nations, notre partenariat avec la Turquie reflète une volonté commune de lutter contre le terrorisme, comme en témoigne l'inclusion de cet enjeu dans nos déclarations conjointes intérieures. Cette conférence est l'occasion pour nous de renforcer les liens qui unissent nos peuples et nos nations et de bâtir ensemble des ponts solides dans un monde marqué par de profondes transformations. En réunissant ici à Djibouti les ministres des États africains, les présidents des organisations régionales ainsi que le président et les délégués de la Commission de l'Union africaine, nos nations affirment leur volonté commune de renforcer une coopération précieuse et durable avec la République de Turquie.
Nous nous retrouvons dans la continuité de notre sommet de partenariat de décembre 2021 à Istanbul. Et pour évaluer ensemble le niveau de mise en œuvre du secteur clé du plan d'action conjoint 2022-2026, mesdames et messieurs, nos dirigeants ont décidé en 2021 de redynamiser la coopération entre les pays africains et la République de Turquie. À travers des projets concrets, nous collaborons dans des domaines essentiels pour le développement de nos pays, dont la paix, la sécurité et la gouvernance, en renforçant l'architecture de paix et de sécurité africaine. Et dans l'actualité également, le Palais du Peuple a accueilli aujourd'hui le lancement de l'étude pour le nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Djibouti sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat ambitionne de faire de Djibouti un modèle régional en matière d'urbanisme en misant sur des infrastructures modernes et respectueuses de l'environnement. Ce plan s'inspire de modèles internationaux tels que celui de Singapour et orientera les investissements dans des zones résidentielles de qualité, des espaces de travail modernes et des transports publics accessibles en favorisant la mobilité durable. Le groupement singapourien spécialisé en urbanisme a sélectionné pour adapter un modèle de planification urbaine au contexte djiboutien. Grâce à son expertise, le plan entend structurer une ville où se côtoient harmonieusement les espaces de vie, de travail et de loisirs, tout en réduisant les déplacements superflus. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat a souligné l'importance d'une mobilisation collective pour réussir un projet visant à transformer Djibouti en une capitale moderne. Nous l'écoutons. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence témoigne de l'importance que le gouvernement accorde au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Comme vous le savez, le développement urbain est régi par la mise en place d'instruments de planification à moyen et long terme dénommé schéma directeur ou master plan, ce qui détermine les orientations du développement des agglomérations urbaines. Aussi, notre capitale et les villes secondaires de notre pays ont déjà eu des schémas directeurs. Le dernier SDO de la ville de Djibouti, réalisé en 2014, est arrivé à terme. Sa mise en œuvre a été dans l'ensemble respectée, puisque le développement des nouvelles zones urbaines que sont Balbala Sud et Nagad a été convenablement exécuté. Aussi, pour le nouveau cycle de planification de la ville pour les années 2025-2035, c'est la société singapourienne Menart SCI, avec le concours de la Banque islamique de développement, qui a été retenue pour son expertise et son approche qui nous ont semblé convenir au modèle de développement urbain innovateur que nous ambitionnons pour notre capitale. Vous aurez l'occasion de connaître un peu plus la réalisation et vous avez eu déjà un bref aperçu de ce qu'ils ont déjà fait dans le monde. Le coup d'envoi de cette étude, qui s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, marque un tournant décisif pour notre capitale. En effet, avec l'élaboration de ce nouveau schéma directeur, notre ambition est de rechercher des solutions appropriées et innovantes pour faire de notre capitale une métropole où il fait bon vivre, travailler et se déplacer. Cette innovation vers un changement de paradigme inclut forcément de nouvelles façons de penser et de collaborer en rupture avec le passé. C'est pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous devons tous prendre part à ce processus pour transformer profondément notre ville et construire une capitale qui répond réellement aux attentes de ses habitants. Et de son côté, le Premier ministre a mis en avant que le succès de ce plan repose sur l'engagement de toutes les parties prenantes. Voici un extrait de son discours. Ce projet n'est pas seulement un plan directeur d'aménagement urbain, c'est une vision, un engagement envers les Djiboutiens, notre environnement
et les générations futures. Il est indéniable de constater que la ville de Djibouti a connu ces dernières décennies une urbanisation galopante et face à la situation actuelle et des défis posés en matière d'environnement, d'infrastructures, de logement, des services aux citoyens, il est devenu impératif de réagir en trouvant des solutions de planification urbaine et de développement durable adaptées et innovatrices. Pour mettre en œuvre cette approche innovatrice, le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, s'adossant sur les compétences avérées d'une société singapourienne, s'engage à mettre en action un modèle d'aménagement de planification urbain d'excellence pour la ville de Djibouti, un modèle qui représente une opportunité pour améliorer la résilience et la durabilité d'une ville tout en contribuant à un développement socio-économique inclusif. Mesdames et messieurs, c'est dans cet esprit d'excellence tant exigé par le président de la République que nous lançons aujourd'hui officiellement l'étude de l'élaboration du nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la capitale de notre pays. Dans ce contexte, il ne vous échappe sûrement pas l'importance si particulière que le chef de l'État accorde à la transformation de notre capitale en une métropole durable, inclusive, intelligente, en vue d'améliorer non seulement la qualité de vie des habitants, mais aussi de favoriser un développement économique durable. Cette nouvelle ville se doit être respectueuse de la préservation du patrimoine national et apporter une solution pérenne aux problématiques des infrastructures de transport urbain. Dans l'actualité également, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, Ali Hassan Bahdon, en tant qu'envoyé spécial du président Ismaël Omar Guelleh, a rencontré le président du Mozambique, Philippe Nyusi. Cette rencontre visait à transmettre un message du président djiboutien sollicitant le soutien du Mozambique pour la candidature de Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, à la présidence de la Commission de l'Union africaine, accompagné du député Mohamed Mustafa Dahir et de Mohamed Ahmed Bouh, sous-directeur du département des relations bilatérales. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon, a souligné les liens bilatéraux et l'engagement de Djibouti pour une coopération renforcée avec le Mozambique. En réponse, le président Nyusi a salué le développement économique de Djibouti sous l'impulsion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, qualifiant ce progrès de modèle pour la région. Il a aussi reconnu le rôle de Djibouti comme acteur de paix en Afrique de l'Est et s'est déclaré prêt à coopérer dans les domaines de l'économie, de la défense et de la sécurité. Le président Nyusi a affirmé que Djibouti ayant réussi à stabiliser son propre pays peut apporter une contribution positive à l'Union africaine. Et donc à l'issue de cet entretien, le ministre donc Ali Hassan Bahdon a dans une interview donc indiqué, eh bien je viens de Djibouti, dans ce magnifique pays qui est le Mozambique, plus précisément dans la belle ville de Maputo, en tant qu'émissaire de mon président, auprès du président de la République de Mozambique. Nous avons eu des échanges particulièrement constructifs et je suis heureux de pouvoir affirmer que la coopération entre Djibouti et le Mozambique est solide et prometteuse. Le président a accueilli favorablement le message de mon président qui portait principalement sur la candidature de Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine pour laquelle nous sollicitons le soutien du Mozambique. Nos discussions ont également couvert divers aspects de la coopération régionale et internationale, incluant non seulement le domaine politique, mais aussi le développement économique. Nous avons abordé des sujets d'intérêt commun et des enjeux régionaux essentiels. Permettez-moi d'ajouter qu'il s'agit de ma deuxième visite à Maputo et je suis impressionné par le développement économique et les nombreux projets de construction en cours. Ces réalisations témoignent des progrès remarquables du Mozambique
et je souhaite sincèrement que ce grand pays poursuive cette trajectoire prometteuse. À la une également, le ministre de l'Éducation nationale a ouvert un atelier international sur les curricula et manuels scolaires réunissant des experts de plusieurs pays pour échanger sur l'enseignement en français. On voit la suite avec Mohamed Abdelrahman. Plusieurs délégations issues de 10 pays ont participé ce matin à l'ouverture officielle de l'atelier international sur les curricula et les manuels scolaires de français. Cet événement donc organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de l'Organisation internationale de la francophonie donc a vu la participation de 10 pays. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la francophonie 2023-2030 visant à renforcer l'usage et l'enseignement du français. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de l'atelier international sur les curricula et les manuels scolaires pour l'enseignement qui se déroule à Aïla Grand Hôtel de Djibouti du 3 au 7 novembre 2024. Cette rencontre d'envergure internationale a rassemblé des délégations venues de divers horizons incluant l'Égypte, le Qatar, les Seychelles, le Burundi, le Liban, le Rwanda et le Ghana, ainsi que des représentants de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'UNESCO. L'atelier a bénéficié également de la présence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et de la ministre de la Femme et de la Famille, et Mme Mouna Ousmane Adan, ainsi que de la directrice de l'enseignement et apprentissage de l'OIF à Djibouti et directrice du CREFA, Dr Réni Yotova. Lors de cet atelier, les représentants des pays invités aux côtés d'experts nationaux et internationaux se partageront des idées, des bonnes pratiques et enrichiront leurs connaissances sur les curricula et les manuels d'enseignement en français. À leur arrivée, les ministres et les officiels djiboutiens et les délégations des pays invités ont été accueillis par le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, et les hauts cadres du MENFOP. Les officiels et les participants ont ensuite visité le salon des manuels scolaires allant des ouvrages de Djibouti aux manuels scolaires rapportés par les délégations étrangères, témoignant de la diversité des approches pédagogiques dans les pays participant à cet atelier. Les officiels ont pu s'émerveiller devant les stands de Djibouti qui mettaient en lumière les innovations éducatives telles que les ressources éducatives du préscolaire au secondaire et de nombreux supports didactiques et pédagogiques tels que les manuels de l'enseignement bilingue français-arabe et français-anglais, de l'enseignement pour les enfants à besoins spéciaux, les écoles des réfugiés et les supports numériques. Ils ont eu l'opportunité de voir le savoir-faire des techniciens de la chaîne éditoriale du livre. Les invités ont également eu l'occasion de découvrir les anciens programmes qui étaient en vigueur à Djibouti dans l'enseignement du français, comme les manuels pour parler français, de la méthode CLAD, les ouvrages d'évaluation et de suivi produits pour l'Observatoire de la qualité du MENFOP destiné à guider l'évolution des curricula et des ressources pédagogiques. Durant cet atelier de 5 jours, les participants des pays et les experts nationaux et internationaux vont échanger autour des curricula et des manuels de français et en français. Et par la suite, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a lancé l'atelier international en insistant sur l'importance des liens francophones, du dialogue pédagogique et de l'éducation inclusive. La suite dans cette séquence. À l'issue de la visite guidée, les officiels ont procédé au lancement de l'atelier, l'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, de mettre l'accent sur l'opportunité et l'intérêt de cet atelier international destiné à renforcer les liens entre les pays membres de l'espace de la francophonie en favorisant un dialogue constructif autour des pratiques didactiques et pédagogiques de l'enseignement-apprentissage de français et en français. Il a souligné également le caractère inclusif de cette démarche qui doit favoriser une éducation qui respecte la diversité linguistique et culturelle des apprenants. Ce salon permet également de faciliter la collaboration entre les éditeurs, les enseignants, le personnel d'encadrement et les institutions éducatives, a-t-il assuré. Il a conclu en rappelant à bâtir un réseau dynamique de professionnels de l'éducation qui pourront se soutenir mutuellement dans leur initiative. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a rendu hommage au MENFOP et l'OIF pour l'organisation de cet atelier et a souhaité plein succès aux experts et des délégués des pays participants
à cette rencontre au sommet. De son côté, la directrice du CREFA, Dr Réni Yotova, a rappelé combien son institution travaille en étroite collaboration avec les ministères de l'éducation des pays concernés pour un enseignement de qualité de et en français. Elle a souligné l'objectif de cet atelier initié par l'OIF et organisé conjointement avec le MENFOB vise à favoriser un échange d'expériences et de faire une analyse comparative des curricula et manuels scolaires en vue de l'élaboration d'un plan d'action national en faveur du français et d'autre part offrir une exposition riche et variée des manuels scolaires et de ressources pédagogiques. Au cours de sa visite officielle à Djibouti en décembre 2020, la secrétaire générale de la francophonie, son Excellence Louise Mushikiwabo, avait qualifié le pays qui nous accueille si aimablement aujourd'hui, je la cite, porte-étendard de la langue française dans la région. Madame Mushikiwabo avait lancé au cours de cette même visite le Centre régional francophone pour l'Afrique, le CREFA à Djibouti, que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. L'OIF favorise le développement d'une communauté éducative dynamique et compétente. C'est dans ce cadre qu'a été programmé l'atelier international sur les curricula et les manuels scolaires pour l'enseignement du et en français. Partage d'expériences et organisation d'un salon des manuels scolaires. L'objectif principal de cet atelier, initié par l'Organisation internationale de la francophonie et organisé conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti, est d'échanger les expériences et de faire une analyse comparative des curricula et manuels de français en vue de l'élaboration d'un plan d'action national en faveur du français dans chacun des pays ici représentés. Et aussi, d'autre part, on vient d'inaugurer avec monsieur le ministre cette riche exposition de manuels scolaires et de ressources pédagogiques pour laquelle, on doit le dire, le CRIPEN et Djibouti sont un modèle inspirant pour plusieurs pays. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Adan, a rendu hommage au ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour l'organisation de cet atelier et a souhaité plein succès aux experts et des délégués des pays participants à cette rencontre. On l'écoute. Permettez-moi également d'exprimer, Monsieur le ministre, ma joie d'être présent aujourd'hui à cet atelier qui va se concentrer sur la langue française avec la participation de l'Organisation internationale de la francophonie. La langue est, comme vous l'avez dit, une diversité, c'est une unité de valoriser la langue française parce qu'au niveau de la région, nous sommes le seul pays qui parlions encore français et c'est cet avantage qu'on doit utiliser aujourd'hui et être fier de réunir ici 10 pays de différentes cultures, de différents horizons, de différents continents, mais qui partagent donc cette langue française. En tant que ministre de la Femme et de la Famille, pour moi, c'est très important de véhiculer cette langue comme une richesse qu'on doit conserver, qu'on doit développer et qu'on doit adapter au contexte international qui est en perpétuel changement. Et nous devons, tout autant responsables, enseignants, conseillers pédagogiques, rédacteurs du CRIPEN, que je félicite vraiment aujourd'hui, veiller à ce qu'elle reste et qu'elle garde sa position et qu'on puisse aussi être conforme à l'évolution mondiale. Monsieur le ministre, je vous félicite pour l'organisation de cet atelier. Je félicite et remercie les différents participants aujourd'hui d'être présents avec nous à Djibouti et j'espère, Inch'Allah, que l'échange et les expériences que vous allez partager aujourd'hui ensemble permettront à la langue française d'évoluer, d'avancer encore dans un monde qui change avec les numériques qui arrivent. Les élèves perdent des fois le moyen même d'écrire correctement tellement que l'informatique est utilisée. Donc, Inch'Allah, on espère que vous serez toujours et on sera toujours les conservateurs de cette langue qui est pour moi très importante.
Et le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a quant à lui souligné également le caractère inclusif de cette démarche qui doit favoriser une éducation qui respecte la diversité linguistique et culturelle des apprenants. Nous l'écoutons. Cet événement co-organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle du Djibouti et l'Organisation internationale de la francophonie à travers le CREFA réunit des participants donc venus de 8 pays dont Djibouti. Il nous fait également l'honneur d'accueillir des experts de l'OIF et de l'UNESCO BIE. Je tiens ici à exprimer ma sincère gratitude envers ces pays présents dont Djibouti et je souhaite la bienvenue aux délégations donc, du Burundi, de l'Égypte, du Ghana, du Liban, du Qatar, du Rwanda et des Seychelles, ainsi qu'à tous les experts nationaux et internationaux présents. L'organisation donc, de cet atelier international sur le curricula et les manuels de français revêtent une importance cruciale, tant sur le plan éducatif et culturel. Tout d'abord et avant tout, cet événement donc, permettra et permet de renforcer les liens entre les pays membres de l'espace de la francophonie, en favorisant bien sûr un dialogue constructif autour des pratiques didactiques et pédagogiques. Aussi, en réunissant donc des pays autour de l'enseignement du français et en français, nous renforçons bien sûr notre identité francophone commune, contribuant ainsi à un échange des approches éducatives et cela permet aux pays participants de s'approprier des méthodes éprouvées et de s'inspirer des meilleures pratiques. En outre, la question de l'enseignement du français et en français, tout en tenant compte donc des manuels, tout en tenant compte des langues maternelles des élèves, est un enjeu fondamental. Cet atelier donc s'inscrit sur une démarche d'inclusion, favorisant une éducation qui respecte la diversité linguistique et culturelle des apprenants. De plus, l'éducation doit également s'adapter aux défis contemporains, tels que les évolutions technologiques et les nouvelles exigences sociétales. Cet atelier donc offre l'opportunité d'explorer comment les curricula et les manuels scolaires peuvent évoluer pour mieux préparer les élèves à ces défis. Par ailleurs, cet atelier présente une étape clé dans l'élaboration, comme l'a dit la directrice, d'un plan d'action pour l'enseignement du français et en français. En réunissant donc des experts et des décideurs, nous pouvons définir ensemble des stratégies concrètes et des objectifs communs pour l'avenir du français et en français. Je vous souhaite à tous donc des discussions fructueuses et enrichissantes. Je vous remercie donc chaleureusement pour votre présence et votre engagement. Dans le reste de l'actualité, une délégation de l'Organisation mondiale de la santé a effectué une visite dans la ville d'Obok, accompagnée des autorités sanitaires djiboutiennes, afin d'évaluer l'efficacité des centres de santé locaux et la qualité des soins à prodiguer. Cette délégation, conduite par la directrice régionale pour la Méditerranée orientale, Dr Barkley, a été accueillie par le préfet d'Obok, Moussa Miguene, et le président du conseil régional, Mohamed Hamad. Lors de leur visite, Dr Barkley ainsi que le ministre de la Santé et son équipe ont examiné de près les infrastructures du centre médico-hospitalier d'Obok et du centre de soins du camp Markazi, du camp de réfugiés donc, de Markazi. Elle a pu constater les efforts significatifs entrepris pour renforcer l'accès aux soins dans cette région, en particulier pour les populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les migrants, saluant l'engagement du personnel médical et des autorités locales. Dr Balkri a souligné l'importance des initiatives prises par la République de Djibouti en faveur de la santé et du bien-être des communautés les plus fragiles. Dans son intervention, Dr Balkri a tenu à exprimer sa reconnaissance au ministre de la Santé pour les installations dédiées aux réfugiés, louant la qualité des services proposés et se déclarant impressionnée par les standards des infrastructures qu'elle a pu visiter. Pour sa part, vous l'entendrez, le ministre de la Santé
a donc rappelé les défis de taille auxquels le système de santé djiboutien est confronté face à l'afflux de réfugiés et des migrants, en particulier dans la région de Bok. Le ministre a également souligné que l'engagement humanitaire de Djibouti repose sur un sentiment de solidarité, mais nécessite un soutien durable de la part des partenaires internationaux pour relever les défis croissants auxquels fait face le pays. Écoutez, la directrice régionale pour la Méditerranée orientale, Dr Balkhi, elle a félicité Djibouti pour son engagement à fournir des soins adaptés et dignes aux réfugiés malgré des ressources limitées. Dans son intervention, la directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale a remercié et félicité le ministre de la Santé et a été agréablement surpris des installations dédiées aux réfugiés et a notifié que l'OMS va davantage travailler avec le ministère de la Santé sur ces questions et ainsi faire le plaidoyer pour diversifier les partenaires qui interviennent auprès du ministère de la Santé. Et de son côté, le ministre de la Santé a mis en avant l'impact significatif de cette prise en charge sur les ressources et les capacités locales et a appelé à une coopération internationale renforcée pour soutenir les efforts de Djibouti dans l'accueil et le soin de ces populations. Nous l'écoutons. Nous avons visité le camp de réfugiés et le camp des migrants. Comme vous le savez, à Djibouti traverse chaque jour entre 1000 à 1500 migrants par jour. Tous ces migrants sont souvent pris en charge par les ministères de la Santé, en collaboration bien sûr avec les équipes médicales de l'OIM, du HCR. Nous sommes ce matin, nous avons visité ces camps et s'enquérir de la situation des migrants et des réfugiés. Nous sommes très contents de collaborer avec l'OMS, le HCR, mais également l'OIM sur la prise en charge de ces migrants et de ces réfugiés. Ces partenaires sont cruciaux pour nous, ils nous aident et Inch'Allah, on va faire de notre mieux pour satisfaire et améliorer la santé des migrants, des réfugiés, Inch'Allah. Ils sont dans notre pays. Ils sont les hôtes de ce pays et nous devons les soigner, ces personnes-là. Parce que sinon, les maladies ou les différentes pathologies vont s'étendre sur la République de Djibouti. Donc c'est pour ça que le ministère s'occupe de ces populations très vulnérables. Parmi eux, il y a des femmes, il y a des enfants. Nous faisons toute la prévention, la vaccination, les consultations prénatales, les consultations psychologiques. Et je suis très ravi d'accueillir aujourd'hui et cette semaine la directrice régionale de l'OMS, mais également la représentante de l'OMS ici à Djibouti. L'Académie intergouvernementale de la langue somalienne a tenu sa 3e assemblée à l'Université de Djibouti, un événement marquant pour la promotion de la langue somalienne, la recherche linguistique et le développement de projets d'avenir. Ces réunions jouent un rôle clé en rassemblant des linguistes, des enseignants et des décideurs afin de collaborer sur des initiatives visant à renforcer l'usage et l'enseignement du somalien. La présence du président de l'Université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed, aux côtés de représentants de divers pays, témoigne d'un engagement fort pour la langue somalienne et souligne l'importance de la coopération régionale. Ce partenariat entre l'Université de Djibouti et l'Académie intergouvernementale offre une plateforme unique pour échanger des perspectives variées sur les défis et les opportunités liées à l'usage du somalien, favorisant ainsi la diversité des idées et la richesse des débats. Les discussions ont abordé des initiatives pour améliorer l'enseignement, stimuler la recherche linguistique et explorer de nouveaux projets de publication. Dans son discours,
Le président de l'université, Dr Jam Mohamed, a rappelé l'importance de cette conférence pour la préservation et le développement de la langue somalienne et a mis en avant le lien de partenariat solide qui unit les deux institutions. Et dans l'actualité hors de nos frontières, une frappe israélienne a touché le poste frontière de Jussi entre le Liban et la Syrie, impactant des structures humanitaires et menaçant plusieurs hôpitaux dans la zone. On voit les détails avec Fardous Hussein. Une nouvelle frappe aérienne israélienne a touché le poste frontière de Jussier, d'où de nombreux Libanais et Syriens passent Liban à la Syrie. Des structures humanitaires ont également été frappées. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé que 2 frappes israéliennes ont touché le poste frontière côté syrien. La première frappe israélienne fin octobre avait fait chuter 90% du trafic au point de passage. Plus de 240 frappes aériennes au Liban et constaté qu'au moins 24 hôpitaux se trouvaient dans la zone dangereuse de 500 mètres utilisée par l'armée israélienne comme paramètre pour les zones d'évacuation des bombes. Israël a largué des munitions à une distance dite létale de 340 mètres d'au moins 19 hôpitaux, a montré l'analyse qui a porté sur le premier mois de la guerre. Merci d'avoir partagé ce moment d'actualité avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite.